Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous proposer donc une conférence qui s'intitule Pierre sans frontières, la diffusion des roches en Europe occidentale durant la protohistoire. Merci Pierre et Luc de me donner la possibilité de m'exprimer aujourd'hui. Alors c'est un petit peu, effectivement, c'est les roches, les outils de mouture, c'est un peu c'est carrément mon outil de travail, si je puis dire, depuis bientôt 30 ans. Et puis j'ajoute juste que je suis en train de préparer une thèse également sur cette thématique, une thèse qui s'intitulera Facteurs de diffusion des moulins rotatifs de l'Athènes ancienne jusqu'à la fin de l'Antiquité, entre la Marne et le Rhin. Voilà, donc je l'ai déjà commencé. Bon, c'est une thèse sur travaux, donc qui englobera tous mes travaux depuis plus de 20 ans. Donc, c'est une thèse qui montrera que la diffusion, en fait, la diffusion des outils de mouture est due non seulement aux techniques, aux sociétés, mais aussi, et ça c'est pas à négliger, aux roches. Alors, je vais vous parler un peu de géologie aujourd'hui. Dans une première partie, je vais vous parler de circulation de technique, parce que c'est très important quand même, et puis faire un petit récapitulatif en fait de tout ce qui est technique, tout ce qui est meule rotative et moulin rotatif et moulin va-et-vient. Donc, il faut savoir de quoi on parle. Donc, certains d'entre nous ici connaissent un petit peu mon travail, donc bon, ça va. Je prendrai pas trop de temps, ça sera pas trop embêtant. Et puis, on discutera également de la circulation des roches. Voilà, donc en Europe occidentale durant la protohistoire. Donc, le moulin va-et-vient, tout d'abord. Le moulin va-et-vient, vous le voyez sur l'image, un joli petit village néolithique. Hein, globalement, c'est au néolithique que le moulin va-et-vient apparaît, en tout cas le moulin pour en tirer des produits céréaliers transformable en tout cas. Donc c'est le moulin va-et-vient composé d'une meule, vous le voyez à droite, et d'une molette qu'on actionne dans un sens va-et-vient, parfois en cercle, mais c'est autre chose. Ça peut donner lieu à un autre colloque ou un autre séminaire. Donc globalement, c'est au néolithique qu'apparaît cet appareil. Il est connu depuis le mésolithique, évidemment, sans doute pour broyer des glands, sans doute pour broyer du pigment, des choses comme ça. Mais si on considère le néolithique, il apparaît donc vers 5500 ans avant notre ère sur notre territoire, hein, sur le territoire français globalement. Hein. Voilà. Mais bien avant, évidemment, vous vous imaginez, sur les marges orientales de la Méditerranée. Hein. Donc, à quoi est-ce qu'il sert ce moulin? Donc, à transformer les céréales en farine, plus ou moins grossière, pour confectionner des pains, c'est assez rare, mais plutôt des galettes, des bouillies, et puis ce qu'on a essayé aussi de montrer avec Mathieu, des bières. Voilà, donc ça a servi un petit peu à toute l'alimentation quotidienne, si je puis dire, des sociétés anciennes. Alors même des sociétés actuelles, puisque le moulin est toujours utilisé. Alors dans cette diapositive, on vous montre différents types de moulins va-et-vient. Hein. Donc des molettes. Alors c'est un peu petit, hein, mais bon, globalement, vous avez des molettes sur des meules, des molettes toutes simples. Voilà. Donc ce genre de molette ici. Hein. Voilà. Donc c'est la molette toute simple, voilà qu'on actionne sur la meule. Ici, vous avez des molettes qui sont fendues. Vous voyez, hein, dont le centre est fendu. Elles forment une petite trémie pour y déverser les céréales. Donc quand la molette va-et-vient est actionné sur la meule, on glisse les céréales au préalable sur la meule, mais dans ce cas-là, eh bien, on se sert de la trémie centrale pour déverser les céréales. Voilà, c'est un autre type qui est plus ou moins, comment dire, étendu sur la Grèce archaïque, et puis quelques exemplaires sur le sud de la France. On a des molettes qui sont, c'est important de le dire, qui sont ergonomiques. Hein, vous voyez ici, hein, puisque le travail est quand même assez dur. Voilà, il faut pouvoir moudre
pendant quelques heures pour obtenir une farine, en tout cas pour nourrir ne serait-ce qu'une famille, au moins un village. Et donc ici on a des poignées que vous voyez. Donc ça c'est une molette qui est ergonomique. On en trouve en Alsace dès le néolithique moyen, voilà, où on taille véritablement les molettes pour qu'elles puissent être prises en main correctement. Alors, vous avez quelques exemples ici, hein, des exemples de choroplastie, hein. La choroplastie, c'est l'art de modeler des petites statuettes en terre cuite. Voilà. Alors évidemment, hein, ça c'est pour nos amis grecs, hein, puisque bon, on trouve très 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 fréquemment ce genre de choses dans les tombes de Grèce archaïque, donc 5e siècle, vous voyez. Presque même Grèce classique. Donc, sur votre droite, là, vous avez un petit ensemble assez amusant, très mignon voilà, d'une personne qui est en train de moudre et puis une autre en train soit de vanner, soit de tamiser. Ça vient ça vient de Chypre, voilà. Donc vous voyez très bien donc l'illustration des mouvements, hein. On peut quasiment même reconstituer le mouvement puisque dans cette petite statuette là, vous avez même les axes des bras, des petits axes comme ça qui sont confectionnés pour actionner le petit personnage. Donc c'est vraiment très délicat et illustre bien en fait les types de moulins qu'on peut avoir. Donc on peut imaginer un petit peu, voilà que c'est des éléments qui accompagnent le défunt en fait, hein. Alors on passe au premier millénaire avant notre ère. Voilà, le moulin va-et-vient est rotatif globalement sur la Méditerranée. Moi, je vais vous parler de la Méditerranée occidentale, mais bon, j'ai tenu quand même à vous présenter un petit peu la Méditerranée dans son entièreté. Alors tout ça, c'est des documents qui sont issus de Alonso 2017. Alonso, qui est une botaniste qui travaille à l'université de Lleida. Bon, bref, c'est à côté, c'est en Catalogne, voilà, donc d'où mon accent. Et donc on voit clairement, enfin vous essayez de voir en tout cas parce que c'est un peu petit, je suis navré. Donc toujours au premier millénaire avant notre ère, dès le 6e, 5e siècle même, avant Jésus-Christ, eh bien vous avez toujours ces molettes à trémies ici, qu'on appelle maintenant des molettes olyntiennes, d'Olynte, de la ville d'Olynte, et puis des mouvements, des moulins à mouvement rotatif. Donc vous avez en bas de la photographie ici l'action, voilà, un petit personnage qui est en action, qui tient un moulin d'Olynte, qui est un moulin qui se déplace latéralement en réalité, où vous voyez un autre personnage qui le tient dans un angle. Là, j'ai du mal à bouger le truc. Voilà. Et puis globalement vers le 6e siècle avant notre ère, vous avez l'introduction du mouvement rotatif merci Pierre, en Méditerranée et en particulier en Catalogne. Alors, les Catalans sont assez contents d'avoir les plus anciennes meules rotatives, j'allais dire du monde, mais c'est sans compter les Britanniques, hein, qui eux de leur côté aussi ont des spots, différents spots sur certains sites où on a des meules rotatives dès le 6e siècle avant notre ère. Donc, en ce qui concerne l'Alsace, je dirais, ou la Champagne, globalement, vous voyez ici un type de moulin rotatif, hein, du deuxième âge du fer. Donc, on est là au deuxième siècle avant Jésus-Christ, et donc c'est les premiers moulins rotatifs qui arrivent dans l'espace rhénan. L'espace champenois est un petit peu plus, c'est un peu plus précoce où le système arrive vers le 4e, 3e siècle avant notre ère. Bon, on ne sait pas trop bien pourquoi. On sait que le mouvement transite par la vallée du Rhône, mais c'est encore à démontrer évidemment. Mais bon, on a en tout cas quelques indices. Alors, je sors de la frise chronologique, hein, de la protohistoire, quelques minutes, voilà, où je vous montre
comment dire, l'explosion de l'Antiquité, où on a différents moulins rotatifs à entraînement mécanisé. Donc sur votre gauche, vous connaissez sans doute les moulins des boulangeries d'Italie, donc de l'Antiquité, du premier siècle, deuxième siècle. Donc vous voyez, donc ce moulin là, j'ai pris ça en photo dans les boulangeries de Ostie, à côté de Rome. Donc un moulin absolument énorme en lave locale, et qui est poussé plutôt que tracté, qui est poussé par un homme ou un animal. Et puis sur votre droite, un autre système, c'est les systèmes hydrauliques. Donc là, je illustré par les moulins de Barbegal, qui est un site archéologique à côté d'Arles, qui est absolument fabuleux, hein, évidemment, mais qui est complètement rasé, et où on a à peu près 16 à 18 moulins hydrauliques qui tournent en même temps. Donc c'est une minoterie, carrément, c'est quasiment de la production industrielle, hein. Voilà, donc j'ai un peu fait le tour des différents types de moulins. Euh, on va rentrer dans la proto-histoire et surtout dans le vif du sujet sur les cailloux. Donc globalement, on est en Europe occidentale. Voilà une carte de l'Europe occidentale, une carte géologique que je vous ai fabriquée, donc à l'aide de mon logiciel QGIS et que les jeunes archéologues connaissent très bien aussi. Voilà, en gros, on est entre le 9e siècle et le 2e siècle avant Jésus-Christ. J'ai mentionné des sites, vous voyez, donc tout ce qui est tout ce qui est rond, enfin vous voyez la légende, hein, les sites liés au. Bon, je vais rentrer dans les détails, hein, mais bon, voilà. Globalement, tout ce qui est petit cercle noir, ce sont des sites archéologiques, et tout ce qui est des croix rouges, ce sont des épaves. Parce que, évidemment, les sites archéologiques sont pas toujours sur Terre, mais aussi sous l'eau. Alors, évidemment, ne prenez pas peur, hein, j'en ai mentionné, je les ai pas tous mentionnés, évidemment, parce que sinon, on ne verrait plus la carte. Donc, ils sont pas exhaustifs. J'ai pris simplement des sites pour des raisons d'exemple. Voilà. Les datations seront données avant Jésus-Christ. La période romaine ne fait pas partie de cet exposé. On en parlera un petit peu à la fin, pour montrer que l'Empire romain, on en parlait la semaine dernière, montrer que l'Empire romain a été un catalyseur. Et voilà, avec 2 ou 3 exemples. Enfin bon, bref, on verra ça tout à l'heure. Alors, tout ce qui est bleu à peu près, bleu ciel, donc c'est une carte géologique, hein, donc tout ce qui est bleu ciel, c'est globalement des roches sédimentaires. On est ici en France sur le bassin parisien, ici le bassin aquitain. Vous voyez ici le bassin du Pô, enfin la vallée du Pô, donc pour l'Italie. Ici, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais globalement, c'est toute la partie orientale de l'Espagne qui est composée de roches gréseuses, de roches sédimentaires, et tout ce qui est rouge, vert, ce sont des roches magmatiques, hein. Donc ça, c'est très important aussi parce que on va aller chercher. Alors, la carte ne rentre pas dans le détail évidemment, mais si je vous prends par exemple cette petite épave à côté de l'île de Brescou, eh bien là on est sur du volcanique, mais bon, la carte ne peut pas le mentionner parce qu'il faudrait vraiment rentrer dans le détail. Alors c'est très intéressant parce qu'on va parler essentiellement de volcanisme, mais on va parler aussi de sédimentaire. Alors ne prenez pas peur, hein, si vous n'êtes pas géologue, je ne le suis pas non plus, mais bon, ça fait 30 ans que je fais ça, donc j'ai quelques notions maintenant. Et donc, on va en parler, mais très sympathiquement. Voilà, alors ici, c'est la même carte, mais avec cette fois les carrières. Alors, il y a 3 types de carrières. Les carrières à diffusion réduite, donc vous voyez très bien les petits triangles, les petits losanges bleus, ou les hexagones, ou les, je sais pas quoi, un pentagone. Bleu, voilà. Il y a les carrières à diffusion moyenne. Alors, elles sont cachées derrière les bleus, mais elles existent. Et les carrières à diffusion large, eh bien, ce sont les petits pentagones verts. Alors, ça correspond au site, évidemment, hein, que je vous ai montré tout à l'heure. Alors,
une chose avant vraiment de démarrer dans le vif du sujet, vous savez que pour expliquer la provenance ou pour trouver la provenance d'une roche, il y a plusieurs manières de faire, mais l'une de ces manières, c'est de faire des lames minces. Mais vous savez très bien que et vous voyez l'étendue des roches sédimentaires, c'est que pour trouver la source, l'origine de la roche, quand elle est sédimentaire, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce que globalement, si je vous dis grès dans les Vosges, il y en a un peu partout. Hein, voilà. Donc c'est extrêmement compliqué. On a des potentialités, voilà, quelques carrières qui sont dont on peut examiner la roche et on peut dire effectivement ça peut provenir de là ou de là. L'avantage qu'on a avec les roches magmatiques, en fait, c'est qu'en fait, elles ont des signaux chimiques. Donc, à chaque fois qu'on analyse une roche magmatique, une roche volcanique, si vous préférez, hein, issue d'un volcan, alors on va appeler ça basalte. Vous connaissez tous le basalte du Massif central. Eh bien, cette roche a un signal chimique qu'on va pouvoir déterminer et qui est en fait, grâce à un référentiel absolument monstrueux qu'on a sur l'Europe, eh bien, on va pouvoir dire que tel objet, tel meule est confectionné dans un basalte qui vient exactement de la coulée de lave d'ici. Voilà. Et ça, c'est assez merveilleux. Et c'est un énorme travail qui a été fait sur le massif de l'Eifel. Ici, je vous pointe, donc en Allemagne, où une collègue qui a travaillé sur les moulins rotatifs, eh bien, a réalisé pour sa thèse un référentiel absolument monstrueux de tous les signaux chimiques de toutes les roches qui sont élevées dans le massif de l'Eifel. Voici donc, alors je vais vous expliquer donc les carrières à diffusion réduite, moyenne, longue. Hein, vous inquiétez pas. Pour les types de prélèvements, eh bien, on en a différents. On a pour l'instant le ramassage alluvionnaire, tout simplement. Hein. Une petite image, voilà, de la Bruche. Elle n'est pas de moi, c'est tiré un site de pêche voilà, que j'ai trouvé sur Internet. Mais bon, globalement, on est dans le massif vosgien. Vous voyez que l'acquisition des objets, des futurs meules, eh bien, peut se faire dans les alluvions, tout simplement, des rivières. Mais pas n'importe lesquelles. On y met du temps, on passe du temps. Il y a un investissement absolument énorme qui est fait pour reconnaître, évidemment, il faut pas aller chercher n'importe quel caillou, il faut pas aller chercher n'importe quel bloc. Il faut chercher un bloc qui s'approche quand même relativement bien du futur outil. Et puis surtout un outil, enfin un bloc ou un bloc alluvial qui est de bonne qualité et qui est suffisamment large. Donc, on ne va pas chercher les cailloux n'importe où. Hein, vous imaginez très bien que en aval du Rhin, les galets sont monstrueux. En amont du Rhin, bien, les galets sont tout petits. Donc, vous connaissez un peu le système de la dynamique fluviale. Et donc, on va chercher plutôt les galets eh bien, en hauteur. Donc, ce qui demande du temps, donc un investissement absolument énorme. Il faut connaître parfaitement, évidemment, les zones de prélèvement. On ne va pas chercher au hasard. C'est impossible. Ça n'existe pas. Donc, ici, deux exemples justement de prélèvement alluvial. À gauche, vous avez une molette qui a été mise en forme sur un galet de granit, voilà, découvert sur un site alsacien. Voilà, on ne va pas rentrer dans les détails. Un galet de granit. Donc, le granit, on le prélève dans les Hauts-de-Vosges, hein, à proximité du Grand Ballon. Voilà, mais bon, aussi au Champ du Feu, si vous connaissez un petit peu, vous allez faire du ski là-bas. Eh bien, ce galet de granit, lui, provient des rivières qui descendent des Vosges. À droite, vous avez une meule néolithique, du néolithique ancien. Ici, c'est du Hallstatt. Là, c'est du néolithique ancien, faite sur la base d'un galet de grès. Donc, la surface active est concave, vous remarquez, pardon. Donc, est-ce que là, l'objet ou le galet présentait une dépression centrale à l'origine? On ne sait pas trop, mais en tout cas, c'est pu être accentué par le mouvement va-et-vient. Donc, vous voyez très bien que ces deux objets, en fait, ben, l'un provient des collines du Korersberg, pas très loin de Strasbourg, hein, sur votre droite, et donc des collines leuciques. Et ici, vous avez donc un galet de granit qui est transformé en molette. La photo a été prise
pour montrer la surface active, donc sur un site de la plaine alsacienne. Donc vous voyez très bien que, évidemment, le granit ne pousse pas en plaine alsacienne, ni dans les collines leuciques. Donc voilà, je vous parlais d'investissement. Il y a un énorme investissement pour aller collecter ces outils. Ici, vous avez une minière dans le massif de l'Eifel. Donc une minière, en fait, c'est une dépression qui a été créée par l'homme, où celui-ci va ramasser des pierres pour réaliser ses outils. Donc je vous ai parlé acquisition en alluvion, hein, et ici, c'est acquisition en minière. Alors l'avantage d'une minière, par rapport à la carrière, c'est de collecter rapidement, sans ouvrir l'espace d'une carrière. On accède rapidement aux éléments rocheux. Hein. À l'instar des alluvions, ça nécessite une très bonne connaissance, évidemment, des zones de collecte. De nouveau. Hein. Voilà, donc j'ai fait quelques prospections dans les Vosges, j'ai découvert quelques minières intéressantes. Voilà, ici, bon, c'était une minière dans le massif de l'Eifel en Allemagne, donc à 300 km d'ici, 200, 300 km d'ici. Vous voyez très bien ces petites dépressions dans la forêt. Hein. Alors, le côté pratique maintenant des éboulis, puisque c'est l'exploitation sur éboulis maintenant, le côté pratique en fait, c'est que les blocs sont déjà quasiment préformés, tout est en vrac, il n'y a pas grand-chose à faire comme effort pour les extraire. En gros, très prosaïquement, on se penche, on ramasse. Hein. L'avantage énorme, c'est de pouvoir tester les blocs sur place. Hein. Passer l'hiver, on teste les blocs pour voir s'ils ont un poil. Le poil, c'est le petit défaut dans la roche, hein, qui, quand on va la travailler, elle va casser. Donc, il faut être, voilà, faut pas que la roche ait des défauts. Et l'inconvénient en fait des éboulis, c'est que comment dire, tous les blocs en fait ne se ressemblent pas. Donc là, il y a quand même aussi de l'investissement. Et donc ici, vous voyez donc une carrière, une meule en cours de taille, sur bloc au sol, vous voyez, ici sur votre droite, à Rosheim, hein, non loin de Strasbourg. Donc vous voyez, c'est un bloc de grès qui a commencé à être taillé, en tout cas martelé, pour en sortir un disque, pour en faire une meule. Voilà quelques exemples. Hein. Donc voilà les blocs morphologiquement proches, hein, des outils réalisés. Ça c'est en haut à gauche. Là c'est une photo que j'ai prise dans les Vosges. Donc vous voyez très bien ici qu'on a un bloc qui ressemble très fortement à une ébauche de molette. Je n'ai pas dit que c'en était une, mais ça peut. Il y a de très forts indices pour que ça soit une molette laissée en place ou une future molette laissée en place. De même ce galet qui était pas très très loin, voilà, donc du côté de Colmar dans les Vosges. Ici, vous avez en haut à droite donc une molette qui a été faite sur un galet, eh bien, qui ressemble très 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 fortement à ce genre de choses. Donc on peut en déduire que ça a été ramassé soit en alluvion, soit eh bien dans les éboulis. Et puis là, en fait, vu la diapositive précédente, eh bien, vous avez ici, bon, je vous ai dessiné un petit arc de cercle là pour vous montrer qu'en fait, eh bien, ce découpage-là n'est pas anodin, il n'est pas très très naturel, donc on peut tout à fait dire que la personne qui a commencé à tailler, eh bien, a voulu en faire une meule. Et ici, vous avez une ébauche de meule sur votre gauche en bas. Voilà. Donc, globalement, on est sur de la technique, et puis technique de prélèvement. Je pense que c'est très important d'en parler. Ici, vous avez de l'extraction cette fois. Alors l'extraction de blocs. Et ici, vous êtes dans le massif de l'Eifel. Donc à 200 km, 200, 300 km au nord de Strasbourg, le long donc vous avez l'Eifel qui se développe de part et d'autre du Rhin, mais beaucoup plus sur la rive gauche du Rhin. Et donc vous avez une extraction en bloc proche, pas tout à fait proche de l'éboulis, mais presque. Donc on va exploiter en fait des blocs erratiques, vous voyez, et puis on va en tirer des disques. Voilà. Alors je vous en parlerai tout à l'heure, mais ça c'est, en gros, c'est le massif de l'Eifel, c'est les plus grosses carrières du monde romain. Voilà. Donc c'est avec Carrare, c'est les plus grosses carrières du monde romain. C'est absolument gigantesque.
on en reparlera. Donc, vous voyez, les petits dessins vous illustrent un peu les différentes techniques, hein, les petits dessins qui ont été réalisés par mon collègue molinologue spécialiste des meules espagnoles. Donc, voilà, donc que je remercie au passage, mais je ne pense pas qu'il m'écoute aujourd'hui. Et puis, donc vous voyez ici ce qu'on peut avoir. Donc, je reviens très rapidement. Donc là, c'est de l'extraction de disques sur bloc, et là, de l'extraction de disques directement dans le sol, enfin directement sur la roche. Vous voyez. Alors là, c'est pour avoir un petit peu de soleil aujourd'hui. Là, on est en Italie. Voilà, on est en Italie sur c'est une publication là que j'ai dans mon ordinateur où on a des disques un petit peu partout du côté Adriatique et du côté Méditerranée. Voilà, donc vous voyez très bien ces disques là qui manquent en fait et qui ont été prélevés en bord de mer. On en reparlera, ça c'est intéressant. Donc ça c'est un autre type d'extraction. Alors comme je vous disais, ça nécessite une bonne connaissance de la roche et des techniques d'extraction, bien entendu, parce qu'une fois la roche choisie, de bonne qualité de préférence, hein, eh bien ma foi, il faut l'extraire. Donc vous voyez aussi, hein, donc Anderson 2003, mon collègue molinologue espagnol, eh bien fait ces petits dessins pour vous illustrer un petit peu la manière dont on va extraire les meules. Hein. Donc, enfin, une des manières. Donc, avec un compas, voilà, on en sort un disque. Voilà. C'est assez simple à comprendre, hein, bien entendu. Ça, c'est de l'extraction directe. Hein. C'est globalement, celle-ci. C'est celle que vous avez ici. Petite parenthèse, dans les Vosges, il n'y a aucune extraction de ce type. C'est uniquement sur éboulis et sur prélèvement alluvial. Hein. On n'a pas d'extraction directe, en tout cas à ma connaissance. Alors, on en a tiré, avec mon collègue Luc Jacotet, on en a tiré des modes d'extraction dans une publication qu'on a faite il y a quelques années, voilà, avec deux chaînes opératoires. Vous voyez, deux chaînes opératoires d'extraction directe, on obtient un outil circulaire, et une extraction sur bloc, eh bien, on obtient quasiment la même chose. Voilà. Et pour finir, on en fera de toute manière, que ça soit d'un côté ou de l'autre, on en fera un moulin rotatif. Bon, j'espère que j'ai perdu personne jusqu'à présent. On va passer donc à la roche, parce que ça, c'est quelque chose qui est, comme je vous disais au préalable, euh, puisque ça va être un des nerfs de la guerre, si je puis dire, de la thèse que je présenterai dans quelques années. C'est-à-dire que la roche, en fait, est un facteur déterminant pour fabriquer l'outil. Alors j'avais l'année dernière dans ce séminaire, j'en avais déjà parlé, mais la roche est vraiment un facteur déterminant, et on ne prend pas n'importe quelle roche, et ça vous l'avez compris, on ne prend pas n'importe quelle roche pour faire n'importe quel outil. Donc tout est réfléchi, évidemment, vous pouvez vous en douter. Donc les roches ont quelques critères en fait. Il existe des critères pour exploiter la roche et ouvrir une carrière. Alors déjà d'une part, des paramètres physiques, vous pouvez vous en douter. Pour la roche, vous avez le paramètre de la dureté et de la solidité, qui est la résistance de la roche à la compression, à la traction, à la résistance à la rayure, à l'usure physique, etc. Pour faire des outils, c'est tout de même essentiel. Vous avez la capacité d'abrasion de la roche, donc qui est l'action d'user par frottement, la capacité à user une matière. Hein. On utilise aussi, entre nous, hein, entre molinologues, on utilise l'effet mordant. Hein. Faut que la roche morde. Voilà. Il faut qu'elle puisse ouvrir la céréale. Hein. Et puis on a un troisième critère. Alors il y en a quelques-uns, mais il y en a un peu plus, mais j'ai pris les trois plus flagrants. Une question de ténacité et de cohésion. Hein. Ça, c'est la résistance à la propagation d'une fissure. Hein. C'est lié à la cohésion de la roche, qui correspond à la force, en fait, aux composants, hein, de la roche. Voilà, ça c'est très important aussi. Il ne faut pas que la roche se délite, évidemment. Sinon, dans votre farine, vous aurez tous les cailloux, globalement. Bon, de la même façon pour les carrières, il y a d'autres critères, hein, vous les avez ici, le critère de disponibilité. Donc, il y a
la capacité d'un matériau à être mis à disposition, exploité et diffusé. En somme, c'est son existence. Voilà, certaines roches peuvent pas être exploitées et d'autres n'existent pas sur un territoire donné. Voilà. Donc, il y a des zones, eh bien, où on ne trouve pas de roches, tout simplement. Et puis, ou en tout cas, il faut creuser. Et puis d'autres où on a des roches, des roches. Enfin, l'environnement est couvert, on est couvert, mais on ne les exploite pas. C'est le cas notamment, des Vosges, et c'est plutôt étonnant qu'à certaines périodes, on n'exploite pas le grès. Il y a aussi évidemment l'efficacité. L'efficacité, c'est la capacité à offrir de bonnes conditions dans la réalisation du travail. C'est-à-dire qu'il faut que la carrière soit plutôt, pas du tout accueillante, mais c'est pas une question de ça, mais c'est de bonnes conditions d'accès. Il y a la durabilité. Il faut que la carrière, une fois ouverte, eh bien, qu'elle produise en masse des matériaux, parce qu'on en a besoin, évidemment. Et puis, l'ouvrabilité, qui est l'aptitude du matériau à être mis en œuvre, à être apprêté. Une roche dont les caractéristiques favorisent l'extraction, le débitage, la mise en forme. Voilà, elle sera quand même beaucoup plus intéressante qu'une roche dont l'extraction demande beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'énergie. Donc, dans un front de taille, vous aurez une structuration en banc pour les roches sédimentaires, vous comprenez le système, et donc ça facilitera l'extraction en bloc, évidemment. À l'inverse, vous avez donc les strates en horizontal, mais à l'inverse, il y a des fissures verticales qui s'appellent des diaclases, qui vont, elles, faciliter ou pas l'extraction des blocs. Voilà, donc alors le vif du sujet est largement entamé, mais globalement, vous avez ici une carte géographique avec les différentes carrières dont je vous ai parlé. Alors, donc toujours les carrières à diffusion moyenne sont toujours un peu cachées derrière les carrières à diffusion réduite. Donc, la diffusion réduite, c'est une carrière en fait dont la distance par rapport au site d'utilisation est inférieure à 50 km à peu près de distance par rapport au site utilisateur. Globalement, c'est une bonne journée de marche. Voilà. Donc ça, c'est la diffusion réduite. C'est-à-dire qu'on va chercher la roche quasiment à proximité. Voilà. C'est du local, en gros. Vous avez les carrières à diffusion moyenne, entre 50 et 80 km de distance. Alors évidemment, c'est des chiffres qui peuvent varier. On peut marcher plus ou moins vite. Le chariot peut faciliter le parcours. Si on n'en a pas, eh bien, on se débrouille. Donc 50-80 km de distance par rapport au site utilisateur. Et puis les carrières à diffusion large, c'est au-delà de 80 km. Donc là, clairement, quand on a du basalte sur un site alsacien qui provient de l'Eifel, on est sur de la diffusion large, puisqu'on est largement au-delà de 80 km. Alors, vous voyez que les carrières, eh bien, ici, vous avez une carrière anglaise vers le Dartmoor. Si vous lisez Sherlock Holmes, vous saurez que le Dartmoor est une zone, très caillouteuse, et puis, où les affleurements de roches sont assez facilement accessibles. Donc ici, vous avez donc des carrières, vous avez l'Eifel, vous avez des carrières un peu plus petites comme Vaucotte par exemple, ou des carrières La Salle dans les Vosges. Ici, j'ai mis Forêt-Noire, mais bon voilà, parce que la carrière n'a pas encore été découverte. Et puis là, j'ai mis Massif Central parce qu'il y a des carrières un peu partout. En bas, vous avez l'Etna, vous avez Pantelleria, et puis d'autres carrières ici espagnoles par lesquelles on va commencer. Alors, on va commencer par ces deux sites espagnols qui sont donc pour l'acquisition locale. On va commencer par là. Deux sites espagnols, donc La Cervera et El Vilars, qui sont ici, voilà, sur le côté en fait catalan et le sud-est de l'Espagne. Donc, c'est de l'approvisionnement local, donc carrière à diffusion réduite. Le site archéologique d'El Vilars se situe en Catalogne occidentale,
perché à 300 mètres d'altitude, s'étend sur une vaste plaine alluviale formée par des dépôts de différents affluents du Segre. Le Segre, c'est une énorme rivière qui descend des Pyrénées. Les dispositifs défensifs, vous voyez, d'El sont inhabituels, ne présentent aucun parallèle connu sur des sites contemporains, que ce soit dans la péninsule ibérique ou en Europe. Les fortifications, en gros, représentent 80% de la surface construite, se compose d'éléments défensifs, des murs, des tours, des barrières, un fossé, enfin bon, blabla. Vous voyez, c'est fortifié, quoi, en gros. L'occupation du site couvre une grande partie de l'âge du fer et de la culture ibérique. Nous sommes entre le 9e siècle et le 4e siècle avant Jésus-Christ. Donc les prélèvements se font dans les alluvions granitiques dès le 8e siècle, donc dans le prélèvement dans le Segre, voilà, et qui est en fait une rivière qui coule à proximité. Donc on est sur ce site-là, et une rivière qui coule à proximité, donc à peu près 30 kilomètres. Donc dès le 8e siècle, pour les meules va-et-vient, donc c'est pour ça que j'avais fait une introduction sur les types de meules, puisque je vais parler de meules va-et-vient, rotatives, etc., pour que vous sachiez de quoi je parle. Donc on est à 30 kilomètres. Et ensuite, eh bien, au 4e siècle, on va s'orienter vers une autre carrière de calcaire, pour en extraire des moulins rotatifs, et qui est seulement à 8 kilomètres. Alors pourquoi on ne s'est pas servi dans le grès ou dans le calcaire à 8 kilomètres au 9e siècle? Eh bien, ça reste un mystère. Toujours est-il qu'on a changé le fusil d'épaule en fonction de la datation, et il semblerait que le calcaire, eh bien, soit plus approprié dans ce cas pour des moulins rotatifs. Comme je vous expliquais au préalable, les moulins va-et-vient sont composés très fréquemment de galets alluvionnaires, donc eh bien, c'était un réflexe de se servir dans le Segre. Pour la Alors pour la Cerbère, ben, pas du tout, parce que voilà, j'ai appuyé trop vite. Pour le site au sud de l'Espagne, là, eh bien, c'est la Cervera. Et on est à peu près dans le même type, puisque, bon, le site de l'âge du fer, j'ai pas de photographie, mais bon, je vais vous l'expliquer. La Cervera se situe à l'ouest de l'actuelle ville de la Font de la Figuera, donc vers Valence, sur une colline douce qui domine une vallée. Le site a fait l'objet de fouilles partielles en 2011 et 2012, dans le cadre d'une opération menée donc avant la construction d'une autoroute. La superficie, 7 hectares à peu près, 20% du site ont été explorés seulement. Donc l'occupation principale remonte à l'âge du fer, et plus précisément dans la seconde moitié du 6e et du 4e siècle avant Jésus-Christ. Les meules va-et-vient et rotatives proviennent des deux carrières proches, Montesa et Villena, qui se situent donc à une vingtaine de kilomètres. Changement de morphologie, donc, ne veut pas dire changement de type de prélèvement, mais les bancs géologiques doivent être accessibles correctement et de bonne qualité. Hein, puisque au préalable, on s'est servi dans la carrière de Villena, qui est au sud, donc à une distance, alors les distances, je pensais qu'elles allaient mieux sortir que ça, mais voilà, 30-40 kilomètres. Et puis, ensuite, pour faire du rotatif, eh bien, on s'est adressé à une autre carrière. Donc des questions? C'est pour ça que je vous parlais au préalable des différents critères d'ouverture d'une carrière, parce que justement, si la carrière arrive à, comment dire, à épuisement, eh bien, ma foi, on est obligé de changer, on est obligé de changer de site. Alors, c'est un des critères, hein, voilà. Donc, si elle arrive à épuisement, ou si les bancs, tout simplement, les bancs rocheux ne sont plus de bonne qualité. Donc, ce sont des critères, ce sont des indices qui nous permettent de dire que, bon, bien, voilà, ils ont changé leur fusil d'épaule en cours de route. Ici, nous sommes donc en Alsace, Wexenberg. Donc, du point de vue archéologique, le site donc est occupé dans une période assez brève, au bronze final, 9e siècle avant Jésus-Christ. C'est un site fortifié par une palissade. Donc, il y a globalement aucune occupation antérieure, ou très peu. 4000 mètres carrés ont été fouillés, hein, sous couvert forestier, et ont permis d'observer près de 200 structures. Les différents creusements sont dans la majorité des structures peu profondes, assimilées à des espaces de stockage, quelques silos, donc pour le stockage des céréales, donc des fosses qui sont associées à des fonctions artisanales qui sont
définie, plus ou moins définie. Euh, L'étude du mobilier lithique, que ce soit de la mouture, du polissage, lissage ou percussion, sa détermination pétrographique met en évidence l'exploitation d'une grande variété de roches importées, avec la présence non encore attestée sur les sites alsaciens de cette période du grès bréchique et du basalte. Voilà, nous y voilà, enfin du basalte. Donc les différentes études ont permis de mieux caractériser le site et sa situation par rapport au Rhin, en fait. Et le grès bréchique, on s'est rendu compte qu'en fait, eh bien, comme nous sommes directement à côté du Rhin, pour obtenir du grès bréchique, il faudrait en Alsace, en tout cas dans les Vosges, faire plus de 80 kilomètres. Mais non, là, ils ont choisi, a priori, de traverser le Rhin. On pouvait traverser le Rhin dans des zones, comment dire, affectées à ça, dans des zones à guet, hein, pour traverser cette rivière. Donc c'était assez facile, je dirais. Et donc on fait de ce grès bréchique, ils sont allés le chercher en forêt noire, juste en face, donc en faisant une trentaine de kilomètres, plutôt que d'en faire une centaine. Voilà, le prélèvement se fait donc dans les éboulis de forêt noire. Je ne sais pas si vous connaissez la forêt noire à cet emplacement-là, mais il y a des zones, c'est assez abrupt, et donc il y a des zones avec de forts éboulis. Donc une acquisition locale, donc le même schéma que pour la collecte, pardon, d'El Villars. Donc on est à peu près à la même date, vous vous souvenez. Donc d'un côté là, on va se servir en forêt noire au IXe siècle, et en Espagne au IXe siècle, on va se servir dans les alluvions du Segret. Donc vous voyez les deux types finalement très très proches d'acquisition locale dans des éboulis ou dans des alluvions à la même date en fait, hein, donc les mêmes réflexes. Donc vers le 5e, 4e siècle, donc là, je vous emmène outre-Manche, à proximité du Dartmoor. Donc vers le 5e, 4e siècle, on a un changement d'acquisition. L'acquisition se fait en carrière. Le passage du rotatif implique a priori l'installation d'ateliers intermédiaires, comme à Gossage All Saints. C'est un oppidum. Alors les Anglais, je me tourne vers Mathieu, mais je crois que les Anglais appellent ça des hill forts. Alors bon, c'est des oppidums pour les Européens et puis des hill forts donc pour les Britanniques. Je crois que c'est ça. Donc fouillé dans les années 70, donc occupé entre l'âge du fer et la période romaine. Donc on est globalement entre le 5e siècle avant notre ère et le passage de l'ère. Les meules utilisées dans ce secteur datent du 3e siècle et elles sont maintenant rotatives. Vous voyez très bien que ces différentes acquisitions, ces différents modes en fait se retrouvent en Espagne, en France et ou en Angleterre. Ici, vous avez donc le site archéologique de la Maraise, euh, une énorme carrière qui occupe les versants boisés qui dominent la rive gauche de l'Aveyron, euh, au sud de deux méandres de grande ampleur. Donc, je vous ai mis une petite carte géographique ici, et puis une vue de la Maraise, mais c'est tellement gigantesque en fait. Bon, voilà, je vous ai mis une vue sympathique. Voilà. Ce dernier donc est composé de structures d'exploitation, donc le site archéologique, structures d'exploitation, ateliers de façonnage de meules, le dénivelé entre les carrières les plus hautes et les plus basses au bord de l'Aveyron avoisine les 120 mètres, 120 mètres d'amplitude. Hein. Donc le site se trouve en presque totalité sur une toute petite commune, sur la commune de Saint-Martin-la-Guépie, dans le Tarn, et en partie sur le territoire de la commune du Riols. Voilà. Alors, si vous connaissez, hein, voilà, je ne sais pas. Ce qui est extraordinaire, c'est l'étendue du complexe d'extraction et artisanale qui est considérable et qui s'étend sur 20 hectares. Le site a été découvert en 1981 par des archéologues bénévoles de Monestier, dans le Tarn. De nombreuses prospections ont permis d'identifier et de localiser plus d'une vingtaine d'ateliers. Alors, trop de publicité a été faite autour de ce site, c'est bien dommage. Ça a eu des conséquences néfastes sur l'intégrité archéologique du site, puisqu'il y a des visiteurs qui prenaient des meules pour les mettre ensuite dans leur jardin. C'est très joli.
vous associez des meules et puis vous en faites des barrières ou des choses comme ça pour poser des géraniums. Et donc en fait le site a été un petit peu voilà un petit peu dévasté sur une partie. Mais bon voilà. Donc on a essayé le site a été un peu perdu de vue par les chercheurs en 1997. Un jeune chercheur du nom de Florent Jodry, c'est-à-dire moi, en fait j'ai repris l'étude de ce site archéologique et juste après un passage pour mes études à Paris. Donc on m'a confié la recherche de ces carrières qu'on avait perdues de vue. Et donc j'ai essayé en tout cas d'identifier toutes les structures d'exploitation. Et j'ai même découvert donc un site d'exportation cette fois le long de l'Aveyron, dans un lieu-dit qui s'appelle toujours Le Port, qui donnait quand même un petit indice pour savoir qu'on transportait ces meules par voie fluviale. Et donc en me baladant, puisque c'était une prospection pédestre, donc en me baladant sur les bords de l'Aveyron et dans ce lieu dit le port, donc on a redécouvert, enfin j'ai redécouvert toute une quantité de meules rotatifs qui étaient dans l'Aveyron, qui étaient dans la flotte. Donc voilà, on avait globalement pour ce site extraordinaire toutes les étapes de la fabrication. Donc différentes techniques d'extraction ont été mises en évidence. Hein. Voilà. Donc bon, je ne rentre pas trop dans les détails. Alors c'est un grès conglomératique, donc c'est un grès très très grossier, mais qui a la particularité d'être très tenace en fait, très très tenace, à forte cohésion. Donc là pour le coup du grès. Donc on passe aux acquisitions régionales cette fois, donc toujours avec des sites dans le Dartmoor, toujours là pour le site de Champfleury, donc on va prélever à la Ferté-sous-Jouarre, dans les carrières de la Ferté-sous-Jouarre, qui entre parenthèses ont été les plus grandes carrières du monde pour l'extraction de meules. Mais quand je dis du monde, c'est du monde, puisqu'on en retrouve même aux États-Unis. Et deux sites qui sont associés à une carrière en Méditerranée, ou en tout cas dans le sud de la France. Donc pour les acquisitions régionales, euh, eh bien, de retour en Grande-Bretagne, en tout cas en Angleterre, à Danbury, le Ilford de l'âge du fer du 5e siècle avant notre ère, eh bien, vous voyez ici sur l'image lidar de la droite, vous voyez le relief que donne l'oppidum. Eh bien, pour ce site, au 5e siècle, on utilise les mêmes carrières que Gusage All Saints, dont la roche est de qualité, d'accès facile et disponible. Donc vous voyez, j'ai tracé un trait, je ne pouvais pas mettre la carte en entier la photo, là, sur la diapo. Donc globalement, vous voyez qu'on se sert exactement dans les mêmes carrières. Donc cette carrière, eh bien, elle semble s'être en tout cas pérennisée. En tout cas, le site d'extraction s'est pérennisé. Donc le site archéologique, vous le voyez, 5 hectares à peu près, hein, a été fouillé par Barry Cunliffe, donc archéologue mondialement connu, dans les années 70. Donc c'est un oppidum de référence, c'est une fouille de référence, analyse poussée de la morphologie du site pour mieux comprendre la construction des oppidums en Grande-Bretagne, et puisque peu de ces sites ont été excavés à ce jour. Donc ça a été construit au 6e siècle. Le fort est habité pendant 500 ans. Donc Danbury a été réaménagé à plusieurs reprises. Hein. Les premières meules rotatives ont été datées par l'analyse radiocarbone des couches et donnent une datation intéressante du 5e siècle avant notre ère, hein, comme je vous disais. Voilà. Donc un exemple d'acquisition de quasition moyenne, cette fois, donc entre 50 et 80 km, mais toujours dans la même carrière. Donc une carrière qui s'est pérennisée. Ici, vous avez, donc, il en est de même pour les deux oppidums de Nage et du Marduel, dans le sud de la France, ici, hein, autour d'Agde. On est entre le 4e siècle et le 1er siècle avant notre ère, donc ils s'alimentent dans les carrières d'Agde. Hein, et elles serviront aussi, évidemment, je parle des carrières d'Agde, et ces carrières, en tout cas, vont servir aussi à une plus grande diffusion du basalte qui est exploité évidemment que ces deux oppidums. Hein. Comme je vous ai dit en introduction, voilà, c'est des exemples que je vous donne. Mais les carrières d'Agde ont essaimé sur une plus grande surface. Et pour Champfleury, ici, le site de Champfleury, dans l'Aube, juste à côté de Reims. Donc c'est une unité chronologique assez remarquable. Hein. L'analyse globale de l'occupation a permis d'étudier les vestiges sur une période de 4 siècles.
eh bien, 4 siècles où émerge en fait l'agglomération voisine de Reims du Roquortorum. Voilà, donc si vous voulez, vous êtes en pleine Champagne et deux grandes phases d'occupation se dégagent. La première entre la fin de l'Athènes A et la fin de l'Athènes C. Globalement, on est aux alentours du IVe siècle avant notre ère, comme je vous le disais, représenté donc par des groupes de structures, silos, fosses, enfin bon, je rentre pas dans les détails. Et le site 5 de Champfleury et des deux petits secteurs associés, en fait, on a trouvé un mobilier qui a permis d'affiner en fait la chronologie. Et parmi ces résultats vraiment marquants, il y a découverte de meules rotatives, donc les plus anciennes du quart nord-est de la France. Elles font partie donc voilà de la période de l'Athènes B2, ce qu'on appelle l'Athènes B2, c'est-à-dire globalement aux alentours du 4e, 3e siècle, je dirais, 3e siècle avant Jésus-Christ. Donc ces meules rotatives, en fait, indiquent tout simplement des pratiques agricoles innovantes dans ce secteur. Hein. Voilà, je ne rentre pas dans les détails, mais en tout cas, elles sont associées à de la vaisselle fine, voilà, et montrent l'aisance des populations locales. Alors, évidemment, ce calcaire qui est exploité et qui a été utilisé donc pour faire les meules à Champfleury sont exploités à la Ferté-sous-Jouarre. Les carrières de la Ferté-sous-Jouarre ou à proximité, eh bien, vous connaissez peut-être la Ferté-sous-Jouarre. Si vous prenez l'autoroute en direction de Paris, vous passez juste à côté. Eh bien, jusqu'au 19e siècle, elles ont été les plus grandes carrières du monde. Voilà. Elles extraient en fait une espèce de calcaire silicifié qui ressemble à du silex et qui était en fait un matériau adéquat pour en faire des meules. Alors ici, je rentre un petit peu plus dans les détails. Hein. Les auteurs qui ont étudié les carrières d'Agde pensent que la diffusion s'est faite en direction de ces deux oppidums de Nage et du Marduel, pensent que la diffusion s'est faite par voie fluviale. Hein. Alors ça, c'est assez étonnant. On aurait pu utiliser évidemment les bords de la mer jusqu'à l'embouchure du Rhône pour remonter, pour fournir Marduel, mais a priori, on n'a pas trouvé d'indices. Les archéologues n'ont pas trouvé d'indices qui permettaient de dire ça. Et une des suggestions de l'archéologue en charge de cette étude, eh bien, c'était de dire qu'on a utilisé des petites rivières, voilà, pour en remontant en courant, eh bien, vont servir d'axe de diffusion en direction des deux, des deux oppidums. Donc par cabotage, je crois que c'est ça, hein, c'est le terme officiel, hein, par cabotage. Donc les carrières et les centres meuliers, vous l'avez compris, prennent de plus en plus d'importance lorsqu'on passe au rotatif. Alors alors il y a plusieurs choses. Les carrières et les centres meuliers donc prennent de plus en plus d'importance. Les roches locales semblent disparaître au profit des roches d'acquisition plus lointaines, c'est-à-dire que à partir du moment où on franchit le cap du 5e siècle, 4e siècle, on a l'impression, si vous voulez, en tout cas, bon, on a quand même des indices, de nombreux indices pour le dire, mais l'idée, c'est que, en fait, on abandonne les roches d'acquisition locale pour ensuite, prendre des roches d'acquisition plus lointaines. Donc, c'était le Mercosur de cette époque-là. Exactement. Donc, on tombe, si vous voulez, dans une espèce. Alors, je vais dire un terme un peu anachronique, mais une espèce de mondialisation qui commence à s'inscrire. Les carrières sont sollicitées, certaines carrières en tout cas, parce qu'elles peuvent produire des meules en grande quantité. Ils s'en foutent, quitte à faire du chemin, ça c'est pas grave. L'essentiel, c'est de trouver la carrière qui va fournir. Hein. C'est le cas notamment pour les grands centres meuliers d'Orvieto, ici, donc en Italie, là, à proximité de Rome, hein, d'Orvieto, les carrières du Massif central et les carrières de l'Eifel, en Allemagne. Donc certains de ces centres sont connus depuis longtemps. Hein. C'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que c'est pas forcément l'objet, la meule, qui va être l'indice de changement, c'est la roche, en fait. C'est ça qui est intéressant. Parce que si vous prenez ici
la carrière de Pantelleria, qui est en fait une carrière maltaise, je dirais actuellement maltaise, elle fournit des meules depuis le 7e siècle avant notre ère. D'accord, ou même Alors, je vous ai tracé un grand trait là, un grand trait immense. Je pouvais pas mettre toute la Méditerranée dans ma carte, mais il y a les sites du Levant aussi, hein, le basalte de Jordanie, le basalte de Syrie, qui est exploité. Et en fait, dès le 7e siècle aussi, il est exploité. Donc, si vous voulez, il y a des énormes centres meuliers qui commencent à se mettre, qui commencent à prendre de l'importance et qui, en fait, s'inscrivent enfin, comment dire, qui forment un maillage, une sorte de maillage sur la carte géographique. L'Eiffel aussi, hein, fournit des meules depuis le 9e siècle avant Jésus-Christ, notamment donc au Wexenberg, ou donc au Pantelleria, je vous en ai parlé, et vous voyez que ces grands centres meuliers commencent à prendre de l'importance. Alors sur cette carte, donc les carrières à diffusion large, puisqu'on est dans l'acquisition diffusion extra-régionale, donc on a des carrières qui vont s'effacer progressivement. Hein. Par exemple, Vocotte. Vocotte va s'effacer. Vocotte, on retrouve cette espèce de roche qui ressemble à du béton, avec des gros galets dedans. On en retrouve à Reims. J'ai étudié des objets à Reims en roche de Vocotte. Vocotte a également, on en retrouve en face chez les Britanniques. Vous voyez, donc globalement, il y a quand même pas mal de carrières qui commencent à dessiner en fait la Vocotte, c'est on abandonne le site à quel... On abandonne le site vers le 3e siècle, le 2e siècle avant notre ère. Alors, si vous voulez, les diffusions par voie terrestre et voie navigable intérieure, ici, eh bien, vous voyez très bien que de la Ferté-sous-Jouarre, on va jusqu'à un site qui s'appelle Assy-Romance. Ici, donc, vous voyez, ça, c'est la diffusion des carrières intérieures, hein, je dirais, hein, voilà, voie navigable intérieure et par voie terrestre. Hein. Donc, le Massif central, eh bien, on retrouve du basalte du Massif central en Alsace. Ici, carrière vosgienne de la Salle aussi. Carrière de la Salle, on retrouve des traces à Assy-Romance. Vocotte, on retrouve à Reims, en Angleterre. Vous voyez, l'Eiffel, on en retrouve en Angleterre, à Londres notamment. Et puis ici, donc en Alsace. Donc vous voyez ce maillage assez étonnant. Le déplacement, la circulation des roches donc à cette période-là. Ici, on va se pencher un petit peu plus sur Pantelleria. Hein, le basalte de cette île est exploité au 7e siècle et on a retrouvé à Gozo, juste à côté de Malte, eh bien, des moulins va-et-vient dans une embarcation, enfin sous l'eau, à 80, 100 mètres de profondeur. On a retrouvé en fait un bateau à Gozo qui transportait des meules en basalte de Pantelleria. Donc, souvenez-vous, au début, je vous ai parlé de signaux chimiques pour pouvoir déterminer exactement d'où provenait ce basalte. Eh bien, à Gozo, il provient de Pantelleria. Alors, sur ma carte, qui est trop petite maintenant, mais si je reviens sur l'autre, eh bien, vous voyez très bien que Pantelleria a fourni des meules pour Cadiz, donc dans le sud de l'Espagne. Vous avez une autre épave ici, donc qui s'appelle El Sec, qui est à Majorque, dont les meules ont un signal chimique qui est proche du basalte du Levant, mais qui est proche, j'ai oublié de tracer la flèche, qui est proche du basalte de Pantelleria. Donc vous voyez que la mondialisation arrive tout doucement. Voilà. Orvieto, je vous ai mis une flèche vers le sud, mais en réalité, Orvieto, c'est toute l'Adriatique. L'Etna, là, je vous ai mis 2 petites flèches au nord et vers l'est. Eh bien, en réalité, c'est toute l'Adriatique aussi. Donc, je voulais pas mettre tous les sites, évidemment, déjà, ça m'aurait pris 3 ans. Et puis ensuite, donc voilà, c'est juste pour l'illustration, hein, si vous voulez. Mais vous avez saisi le principe, évidemment.
Donc j'en viens à la diapositive à laquelle je m'étais arrêté. Donc Pantelleria. Alors Pantelleria, c'est une épave, une embarcation phénicienne, 7e siècle, voilà, avant notre ère, qui a coulé. Donc évidemment j'ai eu ces photographies. Alors j'ai tout de suite écrit pour faire ce séminaire, cette conférence. J'ai écrit à l'archéologue maltais donc qui s'occupe de cette fouille, qui s'est occupé de cette fouille, donc il m'a envoyé les photos, je le remercie ici. Je pense pas qu'il m'écoute, mais en tout cas, c'était vraiment très sympa de sa part. Et donc dans cette épave, on a retrouvé, eh bien, des meules. Vous voyez ici une photographie de l'espace. L'espace, c'est la poupe, hein, c'est ça, le devant, c'est ça, La proue. la proue, évidemment, la proue. Voilà. Donc la proue, donc à la proue, il y avait cet embarquement, voilà, de meules qui provenaient donc de l'île de Pantelleria, des meules en basalte, évidemment. Voilà ici. Alors bon, là on est au début de l'époque romaine, voilà, mais j'ai quand même mis la carte parce que vous commencez, enfin vous voyez bien, là ça illustre parfaitement. Vous allez me dire, j'aurais dû commencer par cette carte, mais bon, tout le discours n'était pas dans la carte. Donc vous voyez très bien hein, que les grands centres meuliers comme Orvieto, vous le voyez, Vulturé, l'Etna, sont des grands centres qui diffusent à longue distance et perdurent jusqu'à la période romaine. Nous voyons que c'est pas le rotatif qui fait déplacer les meules, et puisque l'épave de Pantelleria est là pour en témoigner, mais que c'est la roche, évidemment, d'acquisition lointaine, donc d'acquisition facile maintenant, hein, elle est facilement exportable et vendable via des centres commerciaux, des ateliers, des centres commerciaux, donc des sortes de, comment dire, en Inde, là je ne sais plus comment ça s'appelle, il y a dans l'Inde ancienne, là, on avait des centres, voilà, là où on débarquait des bateaux, enfin bon, j'ai perdu le mot. Toujours est-il des comptoirs, voilà, des sortes de comptoirs, Bien sûr. comptoirs, voilà, où on débarque ces objets et puis qui vont être diffusés ensuite, eh bien, par voie intérieure, par voie navigable, à l'intérieur des terres ou par voie terrestre. Mais globalement, là, beaucoup d'archéologues s'accordent à dire que la voie terrestre est quand même beaucoup plus chère que la voie navigable. Et vous voyez hein, très bien que les grands centres meuliers, eh bien, du nord de l'Afrique, du Levant, et puis d'Italie, de Sardaigne, du centre de la France et même de l'Eifel, eh bien, commencent en gros, à dessiner la carte économique de la diffusion des meules. Alors, c'est bientôt terminé, je vais vous libérer. Donc, certaines carrières, en fait, vont pas durer, je vous l'expliquais tout à l'heure, hein, comme Vocotte, par exemple. Hein. Vocotte, il fallait, pour diffuser jusqu'à Reims, il fallait passer par la Seine, il fallait passer par l'Aisne, il fallait passer par l'Oise, par la Seine, etc., enfin, par différentes rivières. La Salle, c'est pareil, la salle dans les Vosges appartenait sans doute à des particuliers ou des potentats locaux. Donc la salle, c'est dans la tribu gauloise des Leucs. Vocotte, c'est chez les Ambiens. Donc ces petites carrières, en fait il semblerait qu'elles ne pouvaient plus durer. Hein. Le système de diffusion, en fait, est vraisemblablement trop compliqué face à cette mondialisation. Hein. Au contraire, les carrières qui vont durer sont celles donc, dont je vous ai parlé, l'Eifel, la carrière d'Agde, Pantelleria, Orvieto. Donc, ce sont vraiment des voies de diffusion, enfin des outils de diffusion absolument monstrueux. Hein. Vocotte, par exemple, Vocotte, ça descend par la Seine. Alors ça descend par la Seine, ouais. La Seine, Oise, l'Aisne, enfin bon, ce système-là, voilà, tout à fait, tout à fait. Donc on voit très bien que globalement au milieu de l'époque gauloise, globalement vers 4e siècle, 5e siècle, 4e siècle, eh bien la carrière, elle devient une entité. Hein. C'est plus le petit ruisseau ou la petite rivière dans laquelle on va chercher ou les éboulis dans lesquels on va chercher les objets, les galets. Eh bien, la carrière vers le 5e siècle, 4e siècle avant notre ère, devient une entité vraiment actrice du système économique avec des ateliers et des diffusions
via des voies navigables absolument gigantesques, comme celle de la Méditerranée. Alors, là, je vous ai mis, c'est pour l'exemple, voilà, en Europe, voilà, en circulation des meules en basalte, à l'époque romaine, cette fois, eh bien, au début du XXe siècle, on a trouvé, quand on a ouvert une carrière à l'avant de Senaux, une gravière, pardon, à l'avant de Senaux, au nord de Strasbourg, eh bien, on en a sorti une embarcation avec des meules en basalte, qui étaient des ébauches de meules, en fait, et qui provenaient des carrières de l'Eifel. Voilà. Et donc, ce bateau, c'est au IIIe siècle, cette fois, de notre ère, eh bien, ce bateau a coulé. Il allait servir, donc, il allait, comment dire, pas servir, mais apporter les ébauches de meules, sans doute sur le site d'Argentoratum, donc le site romain de Strasbourg, et donc il allait les fournir en pièces qui venaient directement de l'Eifel par voie fluviale. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le passage du moulin va-et-vient en rotatif donc n'est pas le critère de changement. Je l'ai assez répété, je pense, mais voilà, entre les prélèvements locaux, régionaux, internationaux, mais on serait tenté donc de penser que, c'est effectivement ces roches-là qui prennent de l'importance, c'est des différents centres meuliers. Voilà. Donc c'est ce que l'archéologue britannique William Thorpe, qui est aussi géologue, a appelé le long distance East-West Mediterranean Trade, donc le commerce Est-Ouest à longue distance en Méditerranée. Voilà, c'est un peu résumé dans cette phrase. Donc le dénominateur commun, vous l'avez compris, c'est la roche, la carrière. Le principal critère du changement, c'est la transformation du statut de la carrière, qui d'une petite entité de production locale est capable, par l'accessibilité, la disponibilité et la pérennité du matériau, de devenir une entité de production de grande envergure. En somme, ce sont les centres meuliers qui produisent du va-et-vient, qui ont été pérennisés en rotatif, si je puis dire. Globalement, ces centres meuliers sont placés étonnamment sur des roches volcaniques, en fait, puisque tous les centres meuliers qui ont perduré sont uniquement des centres meuliers qui ont produit du basalte. Donc, il y a une raison. Alors la raison, justement, c'est que le basalte, coche tous les critères de dureté, d'abrasion, de cohésion. Les carrières sont tout à fait disponibles. Elles sont absolument pléthoriques, puisque les carrières de l'Eifel sont monstrueuses. Celles du Massif central le sont tout autant. Voilà. Agde aussi, c'est un énorme volcan qui a été exploité. Et vous voyez ici une petite image donc faite par notre regretté Fritz Mangartz, qui était l'archéologue en charge des carrières de l'Eifel. Eh bien, petite illustration d'extraction de carrière. Et l'estimation que Fritz Mangartz en a faite, c'est qu'entre le 1er siècle de notre ère, cette fois, et le 5e siècle, donc toute la période romaine, il y a, c'est une estimation, à peu près 17 millions de meules qui ont été extraites de ces carrières de l'Eifel, donc en direction de toute l'Europe. Donc il est certain, et ça c'est un petit clin d'œil pour notre discussion de la semaine dernière, petit clin d'œil, puisqu'il est certain que la conquête romaine, on parlait de la conquête romaine la semaine dernière, donc cette conquête romaine a facilité évidemment l'expansion de ces centres meuliers. C'est évident, puisque vous avez la carte de l'Empire romain au IIe siècle sous les yeux, extraite de Wikipédia. C'est assez facile. En tout cas, vous l'avez un peu partout, cette carte. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque Orvieto, c'est dans la province de l'Italie. L'Eifel, c'est dans la province de Germanie supérieure. Le Levant, c'est dans la province de Syrie. Pantelleria et l'Etna, c'est dans la province de Sicile. Le Massif central, la Gaule lyonnaise. Et Agde, la province de Narbonnaise. Donc, globalement, tous les centres meuliers qui ont perduré, en fait, ont été récupérés, si je puis dire, par la conquête romaine. Et donc, on a profité pour faciliter la diffusion. Ben voilà, j'ai terminé.